On arrive maintenant à un théorème d'une grande importance et nouveau pour vous cette année-là. Il porte le nom du petit théorème de Fermat, car il existe un autre théorème énoncé par Fermat il y a plus que 4 siècles déjà, et il porte le nom du grand théorème de Fermat ou bien du théorème Fermat-Wills. Ce théorème, le voilà devant nous sur l'écran. Il dit que si on a trois entiers non nuls a, b et c, l'équation a puissance n plus b à la puissance n plus c à la puissance n, tel que n est un entier naturel, n'a pas de solution dès que n est supérieur ou égal à 3. Ce théorème a bouleversé les mathématiciens pendant 4 siècles environ, jusqu'à l'arrivée de l'année 1996 où un éminent mathématicien britannique qui s'appelle Wills a trouvé la solution de ce théorème. Donc passons maintenant au petit théorème de Fermat qui est notre sujet. Donc son énoncé est comme suit, soit P un nombre premier et A un entier relatif. Premièrement, A à la puissance P est congru à A modulo P. Deuxièmement, si de plus A et P sont premiers entre eux, alors A à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Pour la démonstration, notez que j'ai choisi une démonstration différente plus ou moins de ce que vous allez trouver devant vous dans les manuels. Mais je l'ai choisi pour, premièrement, donner un ajout pour voir qu'il y a plusieurs méthodes de voir. Deuxièmement, pour que vous vous rappeliez un peu des propriétés sur les applications, en particulier une application injective, bijective, etc. Donc, pour la propriété, la démonstration de la propriété 1, il sera déduite de la propriété 2. Donc, nous allons maintenant commencer la démonstration de la propriété 2. Donc, pour cela, soit A un entier relatif. On sait que l'ensemble des restes modulo, des restes R non nuls modulo P est comme suit, c'est l'ensemble formé des nombres 1 jusqu'à P-1. Donc ce sont tous les restes possibles modulo P, ou bien dans la division euclidienne d'un nombre entier relatif par P. Bien sûr, on parle ici des restes non nuls. Donc on va considérer d'autre part une application définie de cet ensemble, l'ensemble formé de 1 jusqu'à P-1 dans lui-même, qui a tout R, on associe le reste modulo P de A fois R. Donc à chaque reste pris de cet ensemble, on lui associe le reste de la division euclidienne de AR par P. Donc voyons ça, prenez un stylo, essayez d'écrire ce que j'explique, ça serait bon. On se propose de démontrer que cette application-là est bien une application bijective. Donc pour cela, on va montrer l'injection et la surjection. Vous savez ça, rappelez qu'une fonction est dite bijective s'il est injective et surjective. Donc pour cela, nous allons prendre deux restes R et R' distincts de cet ensemble. On voit premièrement que la différence R' moins R n'est pas multiple de P. Elle n'est pas multiple de P car chaque reste, par exemple R' sera le reste d'un nombre A, B sera le reste de la division par P d'un nombre B. Donc on aura si R moins R' moins R est multiple de P, ça veut dire que A est égal à B. C'est-à-dire que R et R' sont les restes d'un même nombre, c'est-à-dire R et R' seront égaux. Donc si on prend deux éléments, deux restes distincts, leur différence, bien sûr, n'est pas congrue à 0 modulo P. Il est donc, puisque R
moins R' n'est pas un multiple de P, nous avons vu que si un nombre n'est pas multiple de P, il est premier avec P. De plus, on sait par hypothèse que le PGCD ou bien A et P sont premiers entre eux, donc AR moins AR' ne sera pas multiple de P, car si AR moins AR' est un multiple de P, alors A fois R moins R' sera congru à 0 modulo P, et puisque A et P sont premiers entre eux, on peut faire entre guillemets ce qu'on a appelé la simplification et avoir R est congru à R' modulo P, c'est-à-dire on aura contradiction avec le résultat qu'on vient de voir que R' moins R n'est pas multiple de P. On en déduit alors que f de R est égal à f de R'. Bien sûr, puisque AR moins AR' n'est pas multiple de P, alors si f de R était égal à f de R', notez bien que f de R c'est le reste par exemple de AR par P, le reste de la division euclidienne, AR' c'est le reste, FR' c'est le reste de la division euclidienne de AR' par P. Donc si on a AR moins R' multiple, si f de R est égal à f de R', alors on aura AR moins AR' est multiple de P, ce qui contredit le résultat qu'on vient de voir. Donc forcément f de R est différent de f de R'. On a donc montré que si on part de deux éléments distincts de 1 jusqu'à P-1, alors leurs images sont aussi distinctes, ce qui signifie que notre fonction, notre application f est une application injective. On montre maintenant la surjection de notre application f. Donc pour cela, nous allons prendre un élément Q de l'ensemble d'arrivée, qui est le même ensemble de départ. Donc supposons, on va le montrer ce résultat par absurde, supposons que Q n'a pas d'antécédent par notre application f. Donc l'image de l'ensemble de départ serait l'ensemble de départ même, lui-même, excepté du singleton Q. Donc deux éléments au moins de l'ensemble de départ auront la même image par la fonction f. On est devant une application, c'est-à-dire chaque élément de l'ensemble de départ possède une image, une seule. Donc forcément tout élément ici de 1 jusqu'à P-1 une image, mais on a trouvé que l'ensemble de départ, il y a un élément qui ne possède pas d'antécédent. Donc forcément ici, deux éléments de l'ensemble de départ auront la même image. Car, notez bien, le cardinal, on est devant deux ensembles finis qui ont le même cardinal. Donc, ceci va contredire le résultat qu'on a noté par ce carré-là, c'est l'injection de la fonction f, puisqu'on a trouvé deux éléments de l'ensemble de départ qui ont la même image, donc notre fonction ne sert pas injective, ce qui est contradictoire. Donc forcément, la fonction f est surjective et par suite, elle est bijective. Et dans cette bijection, va nous aider à pousser notre démonstration pour montrer le résultat 2. Donc, on sait que la multiplication est commutative. Donc, si on prend le produit des f de R, le produit des f de R, ne serait que le produit des R, puisqu'il y a une correspondance entre l'ensemble des f de R et l'ensemble des R. Donc, ce produit-là n'est autre que ce produit-là, puisqu'on est dans les mêmes ensembles de départ et les mêmes ensembles d'arrivée, c'est-à-dire les valeurs de f de R, ce sont les valeurs prises par R. Donc, vu la commutativité de la multiplication, on peut écrire cela. Donc, on sait que le produit des R avec R variant de 1 jusqu'à P-1 est égal à factoriel P-1.
D'autre part, pour tout R appartient à notre ensemble, l'ensemble des restes, on sait que f de R n'est que le reste de la division euclidienne de AR par P. Donc AR est congru à f de R modulo P. Donc en faisant produit terme à terme pour les R variant de 1 jusqu'à P-1, on va trouver pour le membre de gauche A fois 1 fois A fois 2 fois jusqu'à A fois P-1, ce qui donne A à la puissance P-1 fois P-1 factoriel. Et pour le terme de gauche et de droite, c'est le produit de FDR qui est autre que le produit des R. On vient de le montrer. Donc le produit des FDR est le produit des R. C'est-à-dire P-1 factoriel. Donc on trouve finalement A à la puissance P-1 fois P-1 factoriel est égal à P-1 factoriel modulo et congru pardon à factoriel P-1 modulo P. On sait que P est premier avec tous les éléments qui lui sont inférieurs. Donc il est premier avec 1, 2 jusqu'à P-1. Donc d'après une propriété qu'on a déjà montrée, il est premier avec leur produit. C'est-à-dire P est premier avec le produit de 1, 2 jusqu'à P-1. Il est premier avec P factoriel P-1. On déduit alors, donc on a le droit de faire ce qu'on appelait entre guillemets simplification, théorème de simplification de congruence. Donc on simplifie, on va trouver le résultat souhaité, c'est que si A est un entier relatif premier avec P, alors A et P un nombre premier bien sûr, A à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Donc souvent on utilise ce résultat dans nos exercices, etc. Retenez-le, c'est le cœur de petit théorème de Fermat. Donc le résultat, comme on l'a dit au début, le résultat du théorème 1 sera déduit facilement de ce résultat-là. On a deux cas. Si A est premier avec P, alors on a le droit d'écrire A à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Donc par compatibilité du produit avec congruence, en multipliant par A, on va trouver que A à la puissance P est congru à 1 modulo P. Sinon, c'est-à-dire si A n'est pas premier avec P, il n'est pas premier avec P qui est un nombre premier. Donc forcément, A est un multiple de P. De même, pour A à la puissance P, ils seront tous les deux multiples de P. Donc puisqu'ils sont tous les deux multiples de P, alors P divise AP moins A. Donc ce qui veut dire que AP est congru à A modulo P. Donc ça découle facilement de ce résultat. Il suffit de distinguer les deux cas. Si A est premier en multipliant ici. S'il n'est pas premier, donc si A n'est pas premier avec un nombre premier, c'est qu'il est multiple. Encore la puissance, toute puissance de A le multiple, c'est-à-dire A la puissance P est un multiple de P. La différence aussi serait un multiple de P, donc ce qui veut dire que AP est congru à A modulo P. Remarque, ce théorème peut s'énoncer en disant que pour tout entier relatif A et pour tout nombre premier P, on a A à la puissance moins A est un multiple de P, car souvent on vous donne dans les exercices montrer un certain nombre divise une puissance, une grande puissance d'un nombre moins un autre nombre. Donc rappelez-vous, mettez-vous en tête les résultats de Fermat. Ou encore, si A n'est pas multiple de P, c'est-à-dire A et P sont premiers entre eux, alors A à la puissance P-1 moins 1 est un multiple de P, c'est-à-dire P divise toujours A à la puissance P-1 moins 1 avec la condition P et A premier entre eux. Donc retenez ce théorème parce qu'il est très utile dans la résolution de beaucoup d'exercices concernant la divisibilité. Des exemples d'application du théorème de Fermat.
je vous propose deux exemples, deux applications. Premièrement, montrons que 19 divise 2020 à la puissance 18 moins 1. Ce choix de 19 et 20, c'est un choix pour souvenir, pour vous, parce que 2020 sera toujours lié à ce nombre-là, 19, que nous espérons dépasser dans les plus brefs délais, Inch'Allah. Donc vous allez montrer que 19 divise 2020 puissance 18 moins 1. Et pour la deuxième question, démontrer que pour tout entier relatif n, 42 divise n puissance 7 moins n. Donc pour les solutions, pour la solution de la question 1, on sait que 19 est un nombre premier. Et 19 ne divise pas 2020. Donc d'après le petit théorème de Fermat, on a 2020 à la puissance 19 moins 1 qui est égal à 18 et congru à 1 modulo 19, ce qui signifie que 19 divise cette différence-là. Notez bien que 19, un nombre premier P, ne divise pas 2020, ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux. Pour revenir à la version, si P n'est pas premier, si P est premier avec A, on a le droit d'écrire A à la puissance P moins 1 est congru à A. 19 ne divise pas 2020, donc il est premier avec lui. Donc c'est la première application. Pour la solution 2, soit n un entier relatif, on sait que 7 est un nombre premier, donc d'après le théorème de Fermat, on a n à la puissance 7 est congru à n modulo 7. Donc cette propriété elle est vraie quel que soit n, puisqu'on a ici n puissance p congru à n modulo p, qui est un nombre premier. C'est ce qu'on appelait dans notre théorème la propriété 1, ou la partie 1 du théorème de Fermat. On a n à la puissance 7 moins n, en faisant une factorisation, on va trouver c'est n à la puissance 3 moins n fois ceci, et 3 étant premier, donc en prenant le premier facteur ici, n3 moins n, on va trouver que n puissance 3 est congru à n modulo 3. Donc n à la puissance 7 est multiple de n3 moins n, on le voit ici, puisque n à la puissance 7 moins n s'écrit sous la forme de k fois ce nombre, donc c'est multiple. Donc n à la puissance 7 est congru à n modulo 3, et n à la puissance 7 est congru, puisque c'est un multiple de ce nombre, donc il est congru celui-là, n à la puissance 7, il est congru à n modulo 3, puisque 3 divise n à la puissance 3 moins n, il va diviser n à la puissance 7 moins n, donc on aura ce résultat. Donc 3 diviseur de n3 moins n, donc diviseur de n puissance 7 moins n, donc on a n à la puissance 7 est congru à n modulo 3. Et on sait d'après ce résultat, d'après Fermat, que n puissance 7 est congru à n modulo 7, et puisque 7 et 3 sont premiers entre eux, donc ça veut dire ici que 3 divise n puissance 7 moins n, 7 divise n puissance 7 moins n, et puisque 7 et 3 sont premiers entre eux, donc leur produit qui est 21 divise n puissance 7 moins n, autrement dit n puissance 7 moins n est un multiple de 21. D'autre part, on a cette factorisation de n puissance 7, on pousse la factorisation ou bien on la transforme comme cela, on va trouver est égal à n carré moins n fois ceci. Ça veut dire que n puissance 7 moins n est un multiple de n carré moins n. Or, on sait d'après Fermat que n carré moins n est un multiple de 2. Donc 2 est un multiple de 2 d'après Fermat. Donc, or, n7 moins 7 est multiple de n carré moins n. Donc, n7 moins n est un multiple de 2. Donc, ça va de soi. 2 divise n carré moins n d'après Fermat. Donc, il va diviser n7 moins n.
Donc, n7 moins n est un multiple d'une part de 21 et d'autre part de 22 qui sont premiers entre eux. Donc, c'est un multiple de leur produit rapide. Je vous propose ici une liste d'exercices que vous devez faire pour vous entraîner sur le théorème de Fermat et autres. Donc, essayez de le faire vous-même. On va les corriger à la fin de ce cours. Donc pour le premier exercice, c'est un théorème que je vois que vous devez connaître, c'est le théorème de Wilson. Il porte le nom de théorème de Wilson. Donc soit P un entier supérieur, naturel supérieur ou égal à 2, vous allez montrer que l'équivalence suivante, factoriel P-1 plus 1 est congru à 1 modulo P, équivalent à dire que P est un nombre premier. Donc essayez de le faire. Deuxièmement, vous allez montrer cette divisibilité. 11 divise cette somme-là. Deuxièmement, 17 divise aussi cette somme. Quatrième exercice, soit un entier naturel non nul. Montrez qu'on a l'équivalence suivante. N et 66 sont premiers entre eux, équivalent à dire n à la puissance 2020 est congru à 1 modulo 66. Cinquième exercice, petit a, montrer que pour tout entier naturel n, 4 à la puissance 6n est congru à 1 modulo 7. Petit b, déterminer le reste de la division euclidienne de 2020 à la puissance 2019 par 7. Sixième exercice, soit n un entier naturel, on pose fn est égal à 2 à la puissance 2 puissance 2n plus 1. Calculer les FI de 0 jusqu'à F3, démontrer que quel que soit n appartient à n étoile, Fn plus 1 est égal à Fn moins 1 au carré plus 1. C, montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, le chiffre des unités de Fn est 7. Septième exercice, vous allez montrer que le nombre mn fois m puissance 36 moins n à la puissance 36 est divisible par 25 935. Bonne chance, essayez de le faire vous-même. Dans cette partie, nous allons définir un ensemble qui a relation avec ce qu'on a vu, avec la congruence. Cet ensemble, comme vous avez vu en première année sciences mathématiques, vous avez vu les ensembles de nombres, de divers ensembles de nombres, mais vous avez vu aussi des ensembles dont les éléments sont des ensembles. Par exemple, la partie d'un ensemble, l'ensemble des parties d'un ensemble que vous avez noté, P de E, P de A, etc. C'est l'ensemble formé des sous-ensembles de l'ensemble en question. Donc cet ensemble ressemble en quelque sorte à l'ensemble des parties parce que ces éléments sont aussi des ensembles que nous allons définir premièrement, puis nous allons donner la définition de l'ensemble qu'on va appeler l'ensemble quotient, qu'on va noter modulo n z sur nz. Ça s'appelle l'ensemble quotient. Donc pour la définition, comme on l'a dit, dans cette partie, nous allons définir les éléments de cet ensemble qui sont en fait des ensembles. Donc pour la définition, soit n un entier naturel non nul et un entier relatif et R le reste de la division euclidienne de A par n. L'ensemble des entiers relatifs qui ont le même reste R de la division euclidienne par n s'appelle classe d'équivalence de R modulo n et on le note par R bar. Donc, R bar, est égal à R bar est égal à A bar. Donc, on lit classe d'équivalence de R est égal classe d'équivalence de A. Il est formé de l'ensemble des éléments de Z, des entiers relatifs, tels que X est congru à A modulo n. Donc, on savait déjà que
R, c'est le reste de la division euclidienne de A par N. On a vu que A est congru à R modulo N. Donc c'est pour cela que nous allons voir que la classe d'équivalence de R n'est autre que la classe d'équivalence de A, puisque A appartient à cet ensemble. A est congru à R modulo N. Donc la classe d'équivalence de A, c'est l'ensemble des antirelatifs qui sont congrus à A modulo N. L'ensemble de ces classes d'équivalence modulo N est noté Z sur NZ avec Z sur NZ et l'ensemble des classes d'équivalence telles que X est congru à A modulo N. Par exemple, pour N est égal à 2, on sait que la classe d'équivalence de 0 par définition, c'est l'ensemble des X appartient à Z qui sont congrus à 0 modulo 2. Donc les entiers qui sont congrus à 2, c'est-à-dire 2 divise X, c'est-à-dire X écrit sous la forme de 2K avec K appartenant à Z. Donc les X en question sont les nombres pairs. Donc c'est-à-dire le nombre qui s'écrivent de la forme de K avec K appartenant à Z. C'est la classe d'équivalence de 0. Classe d'équivalence de 1, c'est l'ensemble des X appartenant à Z, tel que X est congru à 1 modulo 2. C'est l'ensemble des X en utilisant la définition de la congruence, on obtient ceci. Donc on obtient le nombre impair qui s'écrivent bien sûr de la forme de K plus 1. Donc si X est égal à 2K, si X est de la forme de K, alors classe de X n'est autre que classe de 0, puisque X est congru à 0 modulo 2. Si X est égal à 2K plus 1, alors classe de X est égale classe de 1. Remarque, modulo N, N un entier naturel non nul, on a classe de N est égale classe de 0. Et classe de X est égale classe de Y, c'est-à-dire que X et Y sont congrus modulo N. Donc retenez ça. Donc modulo N, toujours classe de N, c'est la classe de 0. Et si on a deux classes égales, X, classe de X est égale classe de Y, ça veut dire que X est congru à Y modulo N. Application modulo 5, on donne la classe de 0, de 1, de 2, de 3 et 4, classe de 25, classe de moins 130. Donc la classe 0 par définition, c'est l'ensemble des X qui sont congrus à 0 modulo 5. Ce sont les 5K, les nombres relatifs qui s'écrivent sous la forme 5. Classe de 1 de la même, c'est 5K, l'ensemble formé des 5K plus 1 avec K appartenant à Z, de 2, de 3, etc. Pour 25, on a 25 qui est un multiple de 5, donc il est congru à 0 modulo 5. Et d'après la remarque, donc on a classe de 25 n'est autre que la classe de 0. J'ai oublié mon pointeur, le voilà. Donc classe de 25, c'est la classe de 0. Pour moins 130 c'est un multiple de 5, donc il est aussi congru à 0 modulo 5, donc il a la même classe que 0, ils ont la même classe. Voilà pour la définition de l'ensemble quotient Z sur NZ. C'est un ensemble formé d'ensembles, dont les éléments sont des ensembles, qui sont en fait... On donne maintenant les propriétés de l'ensemble quotient Z sur NZ et bien sûr de ces éléments qu'on a appelés les classes d'équivalence. Donc pour les propriétés, je prends mon pointeur, soit X est un entier relatif et X bar sa classe d'équivalence modulo un entier naturel N non nul. La première propriété, il existe un unique R appartient à l'ensemble de 0 jusqu'à n-1 qu'on a appelé l'ensemble des restes modulo n, tel que x bar est égal à r bar. C'est très important. Donc tout entier relatif, sa classe d'équivalence est représentée par une unique classe appartenant à classe de 0 jusqu'à classe de n-1. Très important. Deuxièmement, ces classes, c'est-à-dire classe de 0, classe de 1 jusqu'à classe de n-1 qui représentent toutes les classes, toutes les autres classes, sont disjointes 2 à 2. C'est-à-dire l'intersection
de 2 à 2 est vide. Si on prend l'intersection de classe de 1, classe de 2, c'est vide, etc. L'ensemble Z sur NZ est l'ensemble formé de ces classes, c'est-à-dire des représentants qui sont classe de 0 jusqu'à classe de n-1, et cardinal de Z sur NZ n'est autre que n, est égal à n bien sûr. Finalement, l'ensemble Z, c'est la réunion de ces classes formées par la classe des représentants. Pour les démonstrations, ça découle rapidement des définitions de la classe d'équivalence. Donc pour la première, on va montrer que tout reste est un représentant de nombreuses classes d'équivalence. Donc soit R le reste de la division euclidienne de x par n, on sait que x est congru à R modulo n, donc on l'a vu à plusieurs reprises. Donc c'est fini. Donc si on prend classe de x, n'est autre que classe de R. Donc tous les entiers relatifs qui ont le même reste de la division euclidienne par n auront comme représentant de classe la classe de R. Donc il existe un unique R où il est unique d'après le théorème de la division euclidienne. Donc soit pour la deuxième propriété, on montre que les classes sont disjointes. Si on prend deux classes RI et RJ, deux éléments de l'ensemble des représentants des classes, si on va supposer, par absurde, que l'intersection n'est pas vide, donc il va exister un entier relatif A qui appartient à cette intersection. Notez bien que RI, classe de RI, classe de RJ sont de sous-ensembles de Z. Donc A, un élément appartenant à cette intersection. Donc, puisque A appartient à la classe de RI, par définition, il est congru à RI modulo N. De même, A est congru à RJ modulo N. On sait que la relation de congruence est transitive. Donc on aurait RJ congru à RI modulo N, ce qui implique, puisqu'ils sont congrus, RJ congru à RI, on aura la classe d'équivalence de... Pardon, ce modulo n'existe pas ici. La classe d'équivalence de RI est égale à la classe d'équivalence de RJ. Donc on va le supprimer avant de diffuser, ce qui est contradictoire. Donc finalement, classe d'équivalence de RI, classe d'équivalence de RJ sont disjoints. Pour la troisième propriété, on sait que cet ensemble qui est formé des classes d'équivalence de 0 jusqu'à n-1 est inclus dans Z sur NZ qu'on a noté, qu'on a défini comme ensemble de toutes les classes d'équivalence modulo n. En particulier, elle va contenir ces éléments-là, ces éléments. Donc, pour l'autre inclusion, on va prendre un x appartenant à z sur nz, on va montrer qu'elle est là. Donc, ça découle vite de, premièrement, si on prend classe de x appartient à z sur nz, donc d'après la propriété 1, il existe un R appartenant à 0 jusqu'à n-1, tel que classe de x est égale à classe de n. Donc, si on prend un élément x bar ici, donc il est égal à l'une de ces n classes qui sont là, c'est-à-dire il va être égal à classe de 0 ou bien classe de 1, etc. Pour la quatrième, pour le cardinal, donc on a z sur nz est inclus dans cet ensemble. Et d'après le théorème de la division euclidienne, on a bien sûr, d'après deux, il nous assure l'existence d'un unique, donc ces éléments sont uniques. On a montré que z sur nz est égal à cet ensemble qui contient n éléments, ils sont disjoints, donc son cardinal est égal à n, elle est égale à n puisqu'on a n éléments ici. Quatrièmement,
la réunion de ces ensembles-là, de ces classes-là, est bien sûr incluse dans Z, puisque ce sont des sous-ensembles de Z. Ces classes sont des sous-ensembles de Z. Et puisque tous les restes par la division euclidienne par n sont dans cette partie-là, donc notre Z. Donc si on prend un X là, donc il va appartenir forcément à l'une de ces classes parce qu'il représente toutes les classes d'équivalence. Donc le X, il va appartenir à la réunion des classes. Par suite, Z, c'est la réunion disjointe des classes d'équivalence allant de classe